Note à Lison. Ma chère Lison, les 4 cahiers suivants, avril 37, été 38, sont typiquement de ceux que tu peux sauter. Tu n'y trouveras que des tableaux sur l'évolution de ma musculature. Biceps, avant-bras, torse, cuisses, mollets, ceinture abdominale. Pendant tout ce début d'adolescence, j'ai passé mon temps à me mesurer. Un mètre ruban à la main, j'étais devenu mon ethnographe et mon bon sauvage. J'en souris aujourd'hui, mais je crois que je m'étais bel et bien mis en tête de ressembler à l'écorché du Larousse. Au Briac, où Violette m'emmenait passer toutes les vacances depuis mon exclusion des scouts, je remplaçais la gymnastique par les travaux des champs et des bois. Manès et Martha étaient épatées qu'un gamin des villes prît tant à cœur la vie de la ferme. Ils ne me soupçonnèrent jamais de choisir les travaux en fonction de critères strictement musculaires. La coupe du bois pour les biceps et les avant-bras, le chargement du foin pour les cuisses, les abdominaux et les dorsaux, la course après les chèvres et la fureur de nager pour l'épanouissement de ma cage thoracique. J'éprouve aujourd'hui un petit remords de les avoir trompés sur mes fins dernières, mais Violette n'était pas dupe, elle, et rien ne me rendait plus heureux que de partager un secret avec Violette. Dis-moi, Lison, comme je ne vous ai jamais parlé de mon enfance, il me vient soudain à l'esprit que tu ne dois pas comprendre grand-chose à ces débuts calamiteux. La mort du père, la mère furibarde, le jeune corps abandonné dans l'armoire à glace, et ce gamin de 13 ans qui écrit déjà avec une componction d'académicien. Le moment est venu de t'en dire 2 mots. Vois-tu, je suis né d'une agonie. Mon père était un de ces innombrables morts-vivants rendus par la Grande Guerre à la vie civile. L'esprit saturé d'horreur, les poumons détruits par les gaz allemands, il tenta vainement de survivre. Ces dernières années, 1919-1933, furent le combat le plus héroïque de sa vie. Je suis né de cette tentative de résurrection. Ma mère avait entrepris de sauver son mari en me concevant. Un enfant lui ferait le plus grand bien. Un enfant, c'est la vie. J'imagine qu'il n'eut d'abord ni force ni appétit pour ce projet. Mais ma mère le requinqua suffisamment pour que je fasse mon apparition le 10 octobre 1923. En pure perte. Le lendemain de ma naissance, mon père retombait en agonie. Ma mère ne nous pardonna pas cet échec, ni à lui, ni à moi. Je ne sais rien de ce que furent leurs relations avant ma naissance, mais j'entends encore la litanie des reproches maternels. Il s'écoutait trop, ne se secouait pas assez, se fichait de tout, restait assis sur son tas, la laissant toute seule dans cette vie où elle avait tout à penser et tout à faire. Ces insultes à un mourant furent la musique ordinaire de mon enfance. Mon père n'y répondait pas. Par compassion, sans doute. C'était une femme malheureuse qui l'injuriait, mais par épuisement surtout. Un accablement qu'elle prenait pour une forme sournoise de l'indifférence. Cette femme n'avait pas obtenu de cet homme ce qu'elle en attendait. Il n'en faut pas davantage à certains tempéraments inquiets pour vivre dans la rancœur, le mépris et la solitude. Elle resta pourtant, elle ne le quitta pas. On ne divorçait pas à l'époque, ou peu, ou moins qu'aujourd'hui, ou pas chez nous, ou pas elle, je ne sais pas. Ma naissance n'ayant pas ressuscité son mari, ma mère me considéra d'emblée comme un objet inutile, un bon à rien stricto sensu, et elle m'abandonna à lui. Or, j'ai adoré cet homme. Je ne savais pas qu'il mourrait, bien sûr. Je prenais sa langueur pour l'expression d'une grande douceur, et je l'aimais pour cela. Et comme je l'aimais, je l'imitais en tout, jusqu'à faire de moi un petit moribond idéal. Comme lui, je bougeais peu, je mangeais à peine, je réglais mes gestes à l'extrême lenteur des siens, je grandissais sans m'étoffer, bref, je m'appliquais à ne pas prendre corps. Comme lui,
Je me taisais beaucoup ou m'exprimais par une ironie douce en laissant aller sur toute chose de longs regards débordant d'un amour impuissant. L'un de mes testicules refusait obstinément de se montrer, comme si j'avais pris la décision de ne vivre qu'à moitié. Vers mes 8 ou 9 ans, la chirurgie le mit en place malgré lui. Mais longtemps, je me suis crue borgne de ce côté-là. Ma mère nous appelait ses fantômes, mon père et moi. J'en ai par-dessus la tête de ces 2 fantômes, entendions-nous derrière les portes qu'elle claquait. Elle passait son temps à fuir en restant sur place, d'où le souvenir des portes claquées. J'ai donc vécu mes 10 premières années dans la compagnie unique de ce père évanescent. Il me regardait comme s'il se désolait d'avoir à quitter ce monde en y abandonnant l'enfant que lui avait extorqué l'optimisme de l'espèce. Mais il était hors de question qu'il me laissât sans munitions. Malgré sa faiblesse, il entreprit de m'instruire, et pas qu'un peu, je te prie de le croire. Les dernières années de sa vie furent une course éperdue entre l'extinction de sa conscience et l'éclosion de la mienne. Lui mort, il fallait que son fils sût lire, écrire, décliner, compter, calculer, penser, mémoriser, raisonner, se taire à bon escient et ne pas en penser moins. Tel était son projet. Jouer, pas le temps. Et d'ailleurs, avec quel corps? J'étais un de ces enfants mous et perplexes qu'on trouve au bord des bacs à sable, tu sais, pétrifiés par l'énergie de leurs congénères. Quant à celui-ci, disait ma mère en me pointant du doigt, c'est l'ombre du fantôme. Mais quelle tête, ma fille! Et très tôt, avant même de savoir lire, je connaissais par cœur quantité de fables. Mon père et moi commentions ensemble leur moralité en de longs conciliabules qu'il appelait nos exercices de petite philosophie. Il y associa bientôt les maximes des moralistes, ces aquarelles de la pensée dont un enfant peut très tôt tirer profit, pour peu qu'on l'accompagne dans leur marge, ce qu'il faisait en commentaires chuchotés parce que sa voix faiblissait. Les 2 dernières années de sa vie, il ne parlait qu'en murmurant. Mais aussi, je crois, parce qu'il aimait à me présenter les vérités intemporelles sous forme de confidences amicales. En sorte que très tôt, je me suis enrichie d'un savoir universel que j'ai choyé comme l'héritage d'un amour unique. Lorsque, dans votre enfance, Bruno et toi, vous vous moquiez de moi parce que vous m'entendiez réciter, comme on chantonne, en lassant mes chaussures ou en faisant la vaisselle, une brime de Montaigne, 3 lignes de Hobbes, une fable de La Fontaine, une pensée de Pascal, une maxime de Sénèque. Papa parle tout seul, papa parle tout seul. Tu te souviens? Eh bien, c'était des bulles de petite philosophie qui remontaient de mon enfance. À 6 ans, quand il fallut me livrer à l'école, mon père tint à me garder près de lui. L'inspecteur d'académie, il s'appelait Monsieur Jardin, que ma mère convoqua pour qu'il s'oppose à ce projet, fut estomaqué par le niveau, l'étendue et la variété de nos conversations chuchotées. Il nous donna son blanc-seing. Une fois mon père disparu, ma mère me livra directement à l'éducation nationale, examen d'entrée en 6e dûment expédié. Je te laisse imaginer le genre d'élève que j'étais. Plus encore que la qualité de mes connaissances ou le fait que j'écrivais et parle comme un livre, en chuchotant comme un conseiller du prince et en soulignant par d'exaspérantes italiques l'essence de mes propos, ce que mon professeur admirait surtout, c'était l'impeccable écriture de notaire dont m'avait doté la rigueur paternelle. « Sois lisible, disait mon père, ne laisse pas soupçonner que tu cherches à dissimuler par une écriture indéchiffrable une pensée que tu ne maîtriserais pas. Quant à la cour de récréation, tu devines le sort que m'y auraient fait mes camarades si le corps enseignant n'avait pris ce pitoyable Orvet sous sa protection. La mort de mon père m'a laissé doublement orphelin. Non seulement je l'avais perdu, mais avec lui, toute trace de son existence. Comme font parfois les veuves, qu'elles soient folles de douleur ou ivres de liberté, dès le lendemain de sa mort, ma mère avait effacé tout ce qui pouvait lui rappeler l'existence de cet homme. Ses vêtements allèrent à la paroisse, ses objets familiers à la poubelle ou à la salle des ventes. C'est pour le coup que je suis devenue son fantôme. Privée du plus petit souvenir tangible de lui, j'errais dans la maison comme une ombre sans corps.
Je mangeais de moins en moins, ne parlais plus du tout et développais une peur panique des miroirs. Je me sentais si peu charnelle que leur reflet me paraissait suspect. Fine mouche, tu m'as souvent fait remarquer ma défiance pour les miroirs et les photographies, reliquat de cette terreur enfantine, je suppose. La nuit, plus encore que le jour, l'idée de passer devant un miroir me glaçait le sang. Je ne pouvais m'ôter de l'esprit, qui contenait mon image, alors même que toute lumière éteinte, je ne m'y voyais pas. Bref, ma chérie, à 10 ans, ton père ne pesait pas lourd et ne tournait pas rond. C'est alors que ma mère entreprit de m'incarner une fois pour toutes en m'inscrivant au Louveteau, d'abord, puis chez les Scouts de France. Les activités de plein air et l'esprit de corps, elle le disait sans ironie, me feraient le plus grand bien. Fiasco total, comme tu le sais. Ce n'est pas le genre de milieu où l'on fait carrière quand on a commencé avec un seul testicule. Non, la personne qui m'a vraiment donné corps, jusqu'à faire de moi un garçon couillu, jouissant sans vergogne de ses aptitudes physiques, ce fut Violette, qui faisait chez nous le ménage, la lessive et la cuisine. Violette, la sœur de Manès, la tante de Tigeau, de Robert, de Marianne. Ma mère usait la patience des domestiques à une vitesse inouïe. À peine recruté, il fichait le camp, accusé de tous les péchés du monde. Jusqu'au jour où Violette prit le manche et s'y cramponna envers et contre tout, parce qu'elle avait secrètement adopté l'enfant larvaire qui hantait cette maison. C'est sous son aile que j'ai poussé. Une fois éliminée l'institution des Scouts de France, conçue pour soulager maman de ma présence, Violette se trouva être la seule institution apte à la débarrasser durablement de moi, en m'emmenant passer les vacances scolaires, dont les longs mois d'été, à la ferme chez son frère Manès et sa belle-sœur Martha. Violette, qui fut l'amour unique de mon enfance, n'était qu'une solution de facilité. Tu verras, il est souvent question de Violette dans ce journal, et très au-delà de sa mort. Bien. Fin de cette note biographique. Tu peux revenir aux choses sérieuses. À la ferme, chez Manès et Martha, été 1938. Tu vas voir, j'étais dans un bien meilleur état.